Bien, je voulais vous remercier pour m'avoir invité à votre émission. Pour me présenter, je dirais que je suis docteur Nwafo. Je suis expert financier. Je suis banquier d'affaires. Je suis directeur général du cabinet Target, qui fait spécifiquement dans les conseils, dans les études, dans la recherche de financement et dans les interventions sur site. Nos domaines d'intervention sont assez vastes. Ça va de la gouvernance, en passant par gérer des financements et en allant au problème de développement. Bien, je voudrais vous dire qu'avec un taux de prévalence de 25% au Cameroun actuellement, et avec un taux de morbidité de 5%, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de contaminés, de 5%, et avec un taux de guérison de 60%, le Cameroun est certainement mal embarqué dans cette crise de la pandémie Covid-19. À l'origine, il y a une impréparation. On a été surpris et le Cameroun n'a pas pu développer effectivement des actions immédiates pour pouvoir contrer la pénétration de ce virus sur le territoire camerounais. Et on en arrive là, à ce niveau bien précis, et on s'aperçoit que l'État n'a pas pris la juste mesure effectivement de ce qu'il fallait faire. Elle a réagi promptement, certainement pressée par des impératifs économiques, pour pouvoir faire un déconfinement de la population, simplement un mois après avoir lancé le confinement. Or, ce déconfinement a provoqué dans l'opinion publique une espèce de rumeur qui aurait voulu que le Covid-19 soit vaincu. Ce qui n'est pas le cas. Car vous avez remarqué que lorsque on a commencé à ouvrir les bars, la contamination a commencé à flamber. La contamination a flambé. Et dans l'insouciance générale, les mesures en fait de protection qui avaient été mises en place, personne ne les suit. Et personne ne pense en réalité à pouvoir pousser les gens à suivre effectivement ces mesures barrières. On en est aujourd'hui à un stade d'ailleurs où avec environ plus de 13 000 contaminés, on n'arrive même pas à donner les statistiques parce qu'on est bloqué. Donc, on ne fait que monter. Et on nous parle du pic. Le pic, c'est quoi finalement? Le pic, c'est le maximum, effectivement, de la contamination qu'on peut avoir dans une période déterminée. Il faut atteindre ce pic. On parle de ça parce que, historiquement, lorsqu'il y a des pandémies, on suit, jour par jour, le nombre de contaminés. C'est jour par jour, on les note. Et on va voir que jour par jour, ça grimpe. Ça grimpe, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain plafond, et ça commence à baisser. C'est ce qu'on appelle le pic. Et quand les gens se tablent sur des scientifiques qui ont été, ou sur des sciences qui ont été élaborées ailleurs, pour dire que le pic va avoir lieu au mois de juin, rien n'est moins sûr. Parce qu'on a passé aujourd'hui, on est au mois de juillet, et la contamination ne fait que s'aggraver. Bien. Donc la théorie qui aurait voulu que le pic se produise dans 3 mois n'est pas tout à fait exacte sous nos cieux. Il faut bien le comprendre en réalité. Mais ce qui est embarrassant dans cette affaire-ci, c'est qu'on en arrive à un point où on se pose des questions. Pourquoi l'État a-t-il ouvert effectivement les vannes du déconfinement? Pourquoi l'État l'a-t-il fait? Tout simplement parce que, pour ma part, en mal d'arguments, n'est-ce pas, en manque de moyens pour pouvoir contrer la pénétration de ce virus, l'État joue sur ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a immunité collective lorsque 60% de la population est donc atteinte.
À ce moment-là, le virus ne peut plus circuler. Normalement, il y a une immunité qui se produit. Mais pour atteindre cette immunité collective, vous voyez très bien tous les sacrifices qu'il faut endurer. Voilà un peu ce qui me fait dire en réalité que le Cameroun est loin d'avoir gagné la bataille de la pandémie. Et que si par extraordinaire, il se trouve que le Cameroun résiste à la pandémie, ce ne sera pas du fait de l'État, ce sera parce que ce sera naturellement. Bien, pour répondre à votre question, je vais tout simplement dire que les pays africains sont différents les uns des autres sur le plan économique. Je prends le cas du Cameroun. Dans le cas du Cameroun, nous saurons très bien que lorsque nous examinons la contribution des secteurs économiques au produit intérieur brut du Cameroun, on va constater ceci. 53% du PIB c'est constitué essentiellement par le secteur par le secteur tertiaire. C'est-à-dire, le secteur tertiaire, c'est le secteur du commerce, c'est le secteur des services, c'est le secteur hôtelier, c'est le secteur des transports, voilà, tous ces services-là qui constituent le secteur tertiaire. Et ça, c'est ça qui constitue la production de 53% de la richesse nationale. Quand vous avez compris cela, vous allez comprendre que dans les 53% en question, il y a 12% du PIB qui sont produits par le secteur informel. C'est-à-dire tout ce que vous avez là comme les Ben Skinner, comme les colboxers, comme les vendeurs à la sauvette, ils produisent 12% de la richesse aujourd'hui. Et ces 12% de la richesse occupent environ 80% des Camerounais actifs. Donc, c'est très important de voir cette spécificité-là et de voir la fragilité des économies. Je vous signale que le secteur primaire ne contribue que pour 15% au PIB, à la production de la richesse. C'est le primaire. Alors que le secteur secondaire, industriel, n'intervient que pour 25% à peu près. Vous avez vu tous ces déséquilibres-là qui font quand même que chaque pays est spécifique en soi-même quand on décompose un peu son PIB. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, est-ce que les mesures fiscales telles qu'elles sont, qui ont été faites par l'État, de toutes les façons, apportent quelque chose actuellement? Moi, je pense en réalité que pour répondre à cette question, il faut voir encore une fois de plus. Lorsque nous prenons par exemple le secteur secondaire, qui est le secteur de la production, le secteur secondaire est dominé par les multinationales. C'est très important de le savoir. Ce sont les multinationales qui dominent le secteur secondaire. Et quand vous dites que vous faites des mesures, des avantages fiscaux, par exemple, au secteur secondaire, ça veut dire que vous faites une prime aux multinationales qui, elles, ont pour vocation de pomper vos ressources pour l'amener plutôt ailleurs. Donc, cette mesure fiscale que vous produisez, c'est une prime que vous avez faite à ces grosses sociétés et ça ne vous apportera absolument rien du tout. Eux-mêmes, ils n'étaient même pas menacés par la pandémie. Vous vous en doutez bien. Tout simplement parce qu'ils travaillent dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le secteur social, etc. Hein? La téléphonie mobile, par exemple, n'a rien à voir avec votre histoire de coronavirus là. Que vous ne mouriez toujours pas, ils sont là, ça marche. Donc voilà en fait la réalité du terrain telle qu'elle se présente aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez me poser la question en me disant, mais alors pour les entreprises industrielles nationales, qu'est-ce qui se passe exactement? J'entends par entreprises nationales, c'est-à-dire des entreprises à capitaux camerounais, tenues par des Camerounais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien oui, ça peut être un avantage effectivement pour les entreprises nationales, qui est une baisse de fiscalité.
Ça, c'est très important. C'est un avantage certain. Seulement, voilà, le problème de ces entreprises-là, ce n'est pas aujourd'hui un problème. Un problème de relance, par exemple, de la police, pour la simple raison que en face de c'est la demande qui manque. C'est des gens qui n'ont plus d'argent, c'est des gens qui n'ont pas travaillé, c'est des gens qu'on a licenciés parce qu'il n'y a pas de travail, et il n'y a pas de pouvoir d'achat. La demande est faible, donc relancer une économie, par exemple, par des mesures fiscales, alors que vous avez en face de vous une demande faible, ne sert strictement à rien du tout. Maintenant, vous pouvez me poser la question de savoir si, au domaine effectivement, justement la demande, les mesures fiscales qui interviennent peuvent effectivement servir à quelque chose. Oui, si la fiscalité effectivement agissait, donc au niveau des impôts directs, que les ménages payent à l'État, ou agissait au niveau de la TVA, que vous, en tant que consommateur, vous payez. Il fallait dire plutôt, j'allège la TVA, par exemple, pour que les ménages aient plus de souffle, pour pouvoir consommer davantage. Mais est-ce que c'est le cas? Ça n'a pas été le cas, je vous signale. Ça n'a pas été le cas. Donc, je dis, il ne faudrait pas en réalité que nous prenions parfois des mesures pour le plaisir de prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, pas pour amuser les gens et dire nous avons pris des mesures qui vont relancer. Il faut voir l'incidence même des mesures que nous prenons sur l'objectif que nous voulons atteindre. Quand je vous parle de la fiscalité, c'est bien ces mesures effectivement de fiscalité. Mais prenons un cas, vous me posez la question effectivement sur les mesures douanières. Bon, ben, prenons. Les mesures douanières, c'est quoi finalement? C'est-à-dire que vous pouvez baisser les taux des droits de douane sur certains produits, etc. Mais si vous le faites, c'est pour faciliter effectivement, j'allais dire, l'accès à ces produits. Mais est-ce qu'on a besoin de ça actuellement? Je n'en crois rien du tout. Je pense que l'État aujourd'hui est essoufflé parce que l'État est en mal d'argent. Et si vous allez encore perdre de l'argent en réduisant les droits de douane et ça et patata, vous n'y arriverez pas. Voilà ce que je vous dis à ce niveau-là. Je vous l'ai dit donc, moi, je ne suis pas un adepte effectivement des solutions de baisse des taux de douane pour pouvoir faciliter quelque chose. Parce que, en fait, je vais vous dire une chose qui est importante et que vous n'avez pas perçu très bien. Lorsque le Cameroun, prenant seul l'initiative de signer des accords de partenariat économique, sans s'en référer à leurs partenaires de la CEMAC, par exemple, j'ai considéré que c'était une très grave erreur. Pourquoi? Parce que les accords de partenariat économique vous invitent à ouvrir votre économie aux produits étrangers qui arrivent à taux de douane zéro. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de droits de douane. Et par réciprocité, on vous dit, vos produits ici entreront aussi dans les pays européens à taux de douane zéro. Mais comme vous n'avez rien à exporter, vous ne gagnez rien à ce jeu-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en sent les contre-coups au niveau de la douane. Hein. Au niveau de la douane, on sent ces contre-coups-là. Donc, à mon sens, on ne peut pas, après avoir signé cet accord-là, continuer encore à dire nous allons encore baisser les droits de douane parce que l'État sera étouffé tôt ou tard. Bien, maintenant, moi je pense finalement que je vais vous donner ma solution. Tout de suite, j'ai écrit un ouvrage que j'ai eu l'honneur de vous remettre ici d'ailleurs, qui s'appelle « La décolonisation économique de l'Afrique noire française par l'émergence des entreprises nationales et compétitives ». Et c'est là, justement, que je veux en venir. Tant que nous ne allons pas réfléchir en réalité en ces termes de décolonisation économique, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut aider effectivement les entreprises nationales à émerger, eh bien, je crois qu'à ce moment-là,
nous n'aurons pas gagné la partie. Et je vais vous dire une chose finalement. Ce que vous appelez, par exemple, les investissements, vous en avez parlé. Les investissements, ce sont de l'argent étranger qui vient d'ailleurs. Hein. C'est de l'argent qui vient de l'étranger. Mais je vais vous dire, comme poursuivant dans la lignée de certains économistes, je vous dirais l'argent étranger n'a jamais développé un pays. Or, notre grave erreur aujourd'hui, c'est quoi? Notre grave erreur, c'est d'avoir fait appel à des investissements étrangers, directs, massifs. C'est l'erreur que ce gouvernement a commis pendant ces 38 années. Avoir fait appel à des investissements directs étrangers massifs. Ça ne nous a pas servi. Ça a permis simplement la domination de nos économies par des grands groupes, etc., qui sont venus acheter nos entreprises de souveraineté, qui sont venus acheter tout ce que nous avions comme entreprise camerounaise, nationale. Et bien, à ce niveau-là, nous n'avions plus que nos yeux plus pleurer, puisque à partir de ce moment, ils avaient une souveraineté puissante sur nous. La solution, c'est changer de mentalité. La solution, c'est de dire, il faut que nous nous développions par nous-mêmes, c'est-à-dire un développement endogène qui nous amène certainement à penser à créer nos propres économies. Il n'y a pas de raison que d'autres réussissent ce pari et que nous ne puissions pas réussir le même pari. Je suis désolé, mais si vous allez au Ghana, vous allez bien voir effectivement le pari qu'ils ont réussi, ne serait-ce que pour le cacao. Mais je vous dis certainement que si on ne passe pas par là, par cette décolonisation économique, on n'y arrivera pas. Et on sait très bien que sans indépendance économique, il n'y a point d'indépendance politique. Et ça, c'est le message que je voulais transmettre. Et que c'est ça que la Covid-19 est en train de nous transmettre. Voilà la réalité du Covid-19 qui est en train de nous transmettre ce message-là. Sans indépendance économique, il n'y a point d'indépendance politique. Et vous assistez, vos yeux sont là pour voir tout ce qui se passe actuellement. C'est moi qui vous remercie.